Voilà, donc on continue cette fois avec toujours cette même famille Guignard qui donc achète le château en 1645. Au départ, ils restent plutôt dans le Dauphiné, hein. Ils sont au Parlement de Grenoble et puis rapidement, au bout de 2 générations, troisième génération, ils vont, avec Jean-Emmanuel, ils vont devenir intendants du Languedoc. Et là, ils vont s'installer à Montpellier. C'est son arrière-petit-fils, Jean-Emmanuel, qui devient intendant du Languedoc en 1751. Il a, il va se marier d'ailleurs avec une femme d'une famille très importante, c'est la famille de Barral, c'est eux qui possédaient les forges d'Alvar dans l'Isère. Donc l'industrie à l'époque, c'était vraiment d'un très bon rapport. Il a pas mal d'enfants, des garçons et des filles, et son fils aîné, Marie-Joseph, qui lui succède. Et puis il a un deuxième fils cadet, François-Emmanuel. Donc lui, en tant que cadet, il n'hérite pas, donc il doit se faire vraiment ce qu'on appelle à l'époque un État. Il doit essayer de s'établir dans la vie, soit en devenant évêque, soit en devenant militaire. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est la diplomatie. À 28 ans, il est nommé ambassadeur de France au Portugal, à Lisbonne, peu de temps après le tremblement de terre, d'ailleurs, de 1755. Et il va y rester 5 ans. Et vraiment, dans ce poste-là, il va avoir la révélation. Il dit, voilà, la diplomatie, c'est vraiment ce qui m'intéresse. La diplomatie, c'est les relations humaines, c'est vraiment toute la complication des relations internationales. Et il va vraiment exceller dans ce domaine. Voilà, donc là, c'est un portrait de lui en 1800. C'est le portrait qui est à l'entrée également. C'est le portrait que j'ai choisi, c'est un petit peu le plus fidèle parce qu'il correspond à un moment où il est en émigration, mais c'est un moment où il a 65 ans déjà. Donc lorsqu'il revient de Lisbonne, il espère une ambassade un peu plus importante. Et au départ, on lui dit, ben voilà, il y a l'ambassade de Stockholm, en Suède. Il dit c'est pas mal. Et puis au dernier moment, on lui propose Constantinople. Alors Constantinople, c'est loin, mais en même temps, c'est quand même assez prestigieux, puisque l'Empire ottoman, à l'époque, est vraiment dans un des deux plus grands empires entre l'Europe et le début de l'Asie. Donc là, il accepte d'y aller, parce qu'en plus, faut reconnaître, peut-être que Gilles en parlera tout à l'heure, les Guignards, c'est avant tout des Dauphinois aussi, hein. Donc ce qu'il voit dans ce poste, c'est que c'est un rapport de plus de 100 000 livres par an. Plus de 100 000. C'est plus que 2 fois le rapport de la Terre de Saint-Priest. Donc il pense y rester quelques années, puis en fait il va y rester 16 années. Il va se marier là-bas en 1774, et puis c'est surtout à cette époque-là qu'il va négocier entre les Russes et puis les Ottomans un traité très important en 1774, qui va faire que la Russie, qui était constamment en conflit avec l'Empire ottoman, avec la Turquie, la Russie va annexer déjà tous les territoires du sud qui sont aujourd'hui l'Ukraine. Je vous aurais fait cet exposé il y a 1 an, ça aurait été un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations sur l'Ukraine et sur la région. Il y a beaucoup de noms qui nous parlent, c'est plus facile de le faire. Mais disons qu'il va être vraiment très à l'aise pour faire l'intermédiaire, parce que comme intermédiaire, il y avait lui, il y avait l'ambassadeur de Grande-Bretagne aussi. Mais lui, il va vraiment être prépondérant dans cette négociation. Et c'est un petit peu grâce à lui que les Russes vont quand même acquérir la Crimée, qui était un territoire foncièrement ottoman, quoi, avec les Tatars. Mais le territoire que la Russie récupère, vraiment c'est tout le sud de l'Ukraine, c'est un territoire qui est vierge, parce que c'est la steppe, hein. Les Turcs n'en faisaient rien. Donc il a fallu vraiment, par la suite, aménager ce territoire, créer des villes, des villages, créer une agriculture. Voilà. Et donc les Russes sont reconnaissants, et l'impératrice Catherine II, à l'époque, qui est quand même la grande Catherine, lui accorde le collier de l'ordre de Saint-André. Donc c'est une première distinction qu'il reçoit des Russes. Alors, je vous ai mis une carte qui n'est pas formidable, mais qui montre un petit peu toute l'étendue du territoire. Vous avez Moscou en haut à gauche, Saint-Pétersbourg sur la mer Baltique, Paris, la France, c'est tout en bas à gauche, hein. Constantinople, c'est tout en bas à droite. Voilà. Donc pendant 25 ans, il va complètement sillonner l'Europe, en passant souvent par Varsovie, par Vienne en Autriche et par l'Allemagne. Et puis la Suède, où il va s'établir pendant son émigration. Ce qui se passe aussi quand il reçoit cette distinction russe, lui, il pense avoir bien fait son travail en tant qu'ambassadeur français. Donc il sollicite habilement une récompense de la part de Vergennes, qui est le Premier ministre de Louis XVI.
Mais Eugène, en fait, ne l'apprécie pas du tout. Il n'apprécie pas du tout François-Emmanuel Guignard. C'est pour ça qu'il l'a envoyé à Constantinople, parce que à Constantinople, il est très loin de Versailles. Donc quand vous êtes loin de Versailles, vous êtes vite oublié, vous êtes vite disgracié. Donc pour le comte de Saint-Priest, Constantinople, c'est un peu un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'il est trop loin de Versailles, mais en même temps, comme il est loin, il fait un petit peu ce qu'il veut. Ouais. Donc ça lui laisse une liberté de mouvement qui est vraiment intéressante. Finalement, il revient en France, il a 50 ans déjà, donc à l'époque, 50 ans, c'est pas rien. Il passe par le château de Saint-Priest, qu'il trouve un petit peu simple. Enfin bon, il évoque certains prétextes tout à fait justifiés. Ce qui l'intéresse, c'est de tenter sa chance enfin auprès de Louis XVI, au moins une dernière fois, quoi. Et il y parvient très bien parce qu'il devient rapidement membre du Conseil d'État, puis ministre en 1788. Vraiment, ça commence à être excellent pour lui. Il devient même le premier ministre de la Maison du Roi, qui deviendra le ministre de l'Intérieur. Donc, se retrouver ministre de l'Intérieur en 1789, c'est un cadeau, quoi. Donc, rapidement, il voit bien... ce qui est intéressant dans ses mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires, il comprend très bien la situation. Il voit bien que la France doit évoluer vers un régime plus démocratique, on va dire, avec un régime un petit peu comme en Angleterre. Manque de chance, en France, il y a des extrémistes d'un côté, royalistes, de l'autre côté, révolutionnaires, et rapidement, ça tourne mal. Et bon, beaucoup de gens lui disent, il faut vraiment partir, parce que sinon, ça va mal se terminer pour vous. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas partis, ça s'est mal terminé pour eux. Donc lui, il est vraiment menacé, et il préfère quitter la France, pense-t-il, pour quelques semaines. La plupart, c'est ça, quoi, ou quelques mois. Donc là, il part à Londres, il retrouve sa femme, puis la Suède, où sa femme a son frère, qui est ambassadeur également. Ce qui l'intéresse, il voit très bien sa situation, parce que lui, quand il est rentré de Constantinople, il a acheté un hôtel particulier près de l'Étoile, dans le 16e arrondissement de Paris, à côté du Faubourg Saint-Honoré. Il a acheté un autre château au bord de la Seine à Ris-Orangis, parce qu'il aimait beaucoup les jardins. Bref, il était vraiment... tout ce qu'il avait amassé comme argent à Constantinople, il l'avait vraiment réinvesti. Il avait même aidé son frère aîné à marier ses filles. C'est pour ça qu'il va se retrouver à récupérer le château de Saint-Priest par la suite, quoi. Et puis il sait que bon, ses meilleurs appuis, il va les trouver en Russie. Donc il s'installe en Suède parce que de là, il est vraiment très près de Saint-Pétersbourg. En bateau, c'est 2 jours, même en passant par la Finlande, il y en a pour une petite semaine. Et puis avec ses relations, donc il retourne à Saint-Pétersbourg et là il rencontre l'impératrice Catherine qui a entendu parler de lui, quoi. Elle sait que c'est un homme assez brillant du point de vue diplomatique et puis comme elle ne comprend rien à la Révolution française, ils vont passer 2 semaines ensemble où ils vont pouvoir parler, où il va pouvoir lui expliquer la situation et puis bon, le danger finalement qu'il y a pour les monarchies de ne pas se réformer, quoi. Ce qui est quand même très compliqué en Russie. Donc ils vont passer 2 semaines ensemble, voilà, au Palais d'Hiver, dit Palais de l'Ermitage sur la Neva, qu'on pouvait visiter encore récemment. Aujourd'hui, donc pour ceux qui y sont allés jusqu'en 2018-2019, c'était vraiment le moment, vraiment une chance. Et puis en été, les tsars vont au palais d'été de Tsarskoye Selo, qui est également qui s'appelle Pouchkine aujourd'hui, qui est à 20 km de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc ils vont passer vraiment, ils se comprennent très bien et ils s'apprécient l'un l'autre. D'ailleurs, Catherine lui propose de rentrer à son service et bon, lui il répond non, je suis au service de mon roi. Et elle comprend très bien la situation. Donc il quitte la capitale russe, mais avant de partir, le comte de Saint-Priest reçoit une lettre dans laquelle l'impératrice lui octroie une pension de 24 000 livres d'argent par an, l'équivalent de 400 000 € annuellement. Il faut dire que, à part quelques diamants qu'il avait emportés de France, il n'avait vraiment plus rien. Ni lui, ni sa femme, ni ses enfants. Parce qu'il avait quand même 3 fils et 3 filles. Donc là, avec 400 000 € par an, qu'il va recevoir jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 1821, ça lui permet d'assurer quand même son avenir. Il obtient également pour ses 3 fils des postes dans l'armée russe, voilà, dont l'aîné qui va tout de suite rentrer dans un régiment. Il rejoint sa femme en Suède et ils vont rester établis là.
Sa femme était quand même malade, elle meurt en 1807. Lui va quand même tenir le coup et puis finalement revenir à Paris en 1815. Il était chez sa fille aînée, malheureusement celle-ci décède. Et à ce moment-là, il décide de venir s'établir au château de Saint-Priest, là où il n'avait jamais vécu pourtant. Et il a quand même 80 ans en 1815. Mais malgré tout, il rencontre des anciens de Saint-Priest, comme les Chalmas, ces anciens notaires, anciens maires. Et visiblement, ils passent du temps ensemble parce ils signent certains actes d'état civil sur le même papier tous les deux. Donc c'est des gens qui se sont reconnus 26 ans après, quoi. Et puis, c'est lui qui va entreprendre de faire un jardin anglais côté ouest. Jardin qui sera agrandi par ses fils plus tard, pour obtenir le grand jardin, le grand parc qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc l'hiver, il fait un petit peu froid au château de Saint-Priest. Il va à Place Bellecour, dans la maison de Moidière. Et c'est là qu'il va décéder le 26 février 1821. Donc, ça fait 200 ans. Donc, il a 3 fils. L'aîné, c'est Guillaume Emmanuel, dont Jean-Noël Charon va nous parler en détail tout à l'heure. Donc, lui, c'est un militaire dans l'homme. Il écrit un peu ses mémoires. Ils ont tous écrit leurs mémoires. Hein. C'est des gens qui ont énormément écrit. Il y a des mètres linéaires de correspondance. Lui, il va commencer comme dans un petit grade de lieutenant dans l'artillerie. Et puis, progressivement, il va s'engager, il sera à Austerlitz, il sera à Friedland, où il va être gravement blessé. Voilà, on va revenir là, ce sera plus prudent. Et puis, il a notamment participé à des campagnes, toujours contre les Turcs, pour récupérer tous les territoires que les Ottomans occupaient, la Bulgarie, la Roumanie d'aujourd'hui. Voilà. En 1812, Napoléon est à Moscou, donc toutes les armées russes sont réquisitionnées pour remonter vers le nord et lui couper la route. Donc il va participer à cette chasse, cette guerre contre la Grande Armée, les restes de la Grande Armée qui reviennent en France. Et il va arriver à Vilnius, la capitale de la Lituanie aujourd'hui, où des milliers et des milliers de soldats français, des jeunes surtout, sont morts de froid dans l'hiver 1812-1813. Et lui, il va être chargé par le tsar Alexandre Ier de s'occuper de ces Français-là. Donc il va sauver des milliers de Français en leur donnant à manger, les chauffant, tout ça. Voilà. Et il a même, à droite, vous avez un petit manuel qu'il a fabriqué, on va dire, pour justement rassembler toutes les recommandations, comment soigner les soldats français. D'ailleurs, ces soldats français, on en a retrouvé il y a une dizaine d'années dans un projet résidentiel à Vilnius, en creusant pour construire un immeuble. Ils ont retrouvé des dizaines de soldats français avec les bonnets à poil, tout. Ils étaient intacts depuis 1812. Donc il y a un portrait de lui à gauche. Et puis ce portrait qui a été fait après sa mort, parce que à la poursuite de l'armée française, il a passé le Rhin à Coblence avec 30 000 hommes. Il s'est retrouvé à Reims, il s'est emparé de la ville de Reims. Et puis il a pris un boulet de canon qui lui a arraché une épaule. Et il est mort 3 semaines après à Laon en Picardie. Voilà. Donc il fait partie pour les Russes des glorieux généraux de la guerre patriotique de 1812. Alors c'est quelque chose qu'on n'a peut-peut-être pas entendu parler jusqu'à récemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reparlent de guerre patriotique en Russie. Voilà. Donc ce portrait, il est au musée de l'Ermitage, dans une grande galerie que j'ai visitée il y a 4 ans. Son plus jeune des 3 fils, Louis-Emmanuel, était toujours avec son frère aîné. Bon, il est plus jeune. Il est né en 1789, il est mort en 1881, 92 ans. Il est né au Louvre, son parrain et sa marraine, c'est Louis XVI et Marie-Antoinette. Et il est mort à 92 ans, donc en 1881. C'est assez extraordinaire. Et puis, le personnage, le fils le plus important, c'est Armand Charles-Emmanuel. C'est le dernier propriétaire du château de Saint-Priest. Donc lui, au départ, il était dans l'armée, et puis en 1802, il est venu en France avec ses frères. Et en 1804, c'est à nouveau la guerre entre la France, la Russie, et puis la Prusse et l'Autriche. Donc il retourne à Saint-Pétersbourg. Et puis là, comme ils avaient pas mal de relations, il se retrouve vraiment avec la haute société russe. Et il rencontre une
une princesse russe de 26 ans, célibataire, qui s'appelait Sofia Golitsyn. Les Golitsyn, c'est vraiment dans le top 5 des familles russes, quoi. C'est vraiment pas trop. On peut difficilement trouver au-dessus. Hein. Et il va plaire à cette princesse. Voilà. Il lui plaît tellement qu'il est obligé de se marier avec elle, quoi. Lui, il est seulement un petit lieutenant français immigré en Russie, autrement dit, rien du tout. Et elle est vraiment la fille de François Pinault, quoi, on va dire. Voilà, donc j'ai obtenu il n'y a pas très longtemps son portrait, c'est le seul qu'on connaisse. Elle n'avait pas, disons, un caractère très facile. Alors, vous êtes privilégié parce que ce portrait, j'ai pas eu le droit de le publier. Par contre, en conférence, j'ai le droit de le montrer. Voilà. Donc, ils vont avoir 3 enfants et elle décède en 1814 également, assez jeune. Donc, c'est quelque chose de très, très, très inédit. Ils ont 3 enfants, j'en reparlerai après. Alexis en 1805, Emmanuel en 1806 et Olga en 1807. Alors, une chose importante, j'ai plus pas besoin de vous présenter Odessa. Aujourd'hui, tout le monde connaît Odessa. Je vous ai parlé de tout le sud de la Nouvelle-Russie, l'Ukraine, qui était vierge de population, on va dire, en 1800. Et donc, les dirigeants russes, Catherine puis Alexandre Ier, vont décider de peupler ce pays et de créer une capitale, Odessa, qui était jusqu'alors un petit village turc sans intérêt, sans importance. Sauf qu'en Russie, il manque de compétences, déjà. Donc les tsars, quand ils ont besoin d'aménager quelque chose d'important en Russie, ils sont obligés de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Et ils vont faire appel à un noble français, le duc de Richelieu, vaguement parent du cardinal. Et ce duc de Richelieu, il va rassembler autour de lui toute une équipe de Français, d'Allemands, de Flamands, un petit peu d'Anglais, d'Italiens, d'Espagnols, tous les gens compétents qui veulent se lancer dans cette aventure. C'est vraiment un peuplement comme au temps du Far West. Et dans cette aventure, son premier bras droit, ça sera Armand de Saint-Priest. Donc il va créer un tribunal de commerce, parce que faire du commerce en Russie jusqu'alors, c'était difficile, parce qu'il n'y avait pas de règles bien précises, ou s'il y avait des règles, elles n'étaient pas respectées. Donc cette équipe, en quelques années, va faire passer ce petit village de 500 habitants à une ville de 20-30 000 habitants. Et aujourd'hui encore, en haut des escaliers, vous avez la statue du duc de Richelieu en empereur romain. Voilà. Donc elle a été entièrement emmaillotée depuis 6 mois pour prévenir toute destruction par des tirs de missiles ou de canons, quoi. Voilà, bon, à l'époque, j'avais mis la carte de l'Ukraine, la Crimée en bas avec la mer Noire. Armand est nommé président du tribunal de commerce d'Odessa en 1808, donc il est encore jeune, hein, et il fait partie de l'équipe rapprochée du duc de Richelieu. Il va également devenir gouverneur des provinces de Podolie et Volhynie, donc c'est là sur l'ouest où il y a Lviv par exemple, en 1811-1812, et gouverneur de Kherson en 1816. Voilà. Kherson, pas besoin de vous présenter, tout le monde connaît aujourd'hui. Voilà. C'est une ville de 300 000 habitants. J'avais eu un contact par Internet avec une historienne de Kherson et elle disait que grâce à Armand de Saint-Priest, c'est un petit peu de la lumière de la France qui avait éclairé ce coin de Russie, quoi. Parce qu'il a, en même temps, non seulement ils ont peuplé la région avec des Bulgares, des Grecs, des Roumains, beaucoup de Juifs, des Italiens, un petit peu de Français, et certains Français se sont établis dans le sud de la Nouvelle-Russie là pour élever des moutons. Donc il y a des bergers français qui sont venus, etc. Il y avait tout un traitement de l'industrie de la laine, etc. En 1821, son père, François-Emmanuel, meurt. Donc comme il était pair de France, Armand, étant l'aîné et vivant, revient en France et il siège à Paris, au Sénat. C'est à ce moment-là qu'il rénove et embellit le château de Saint-Priest, qu'il agrandit le parc côté ouest. Donc là, j'ai retrouvé une caricature de Daumier, qui est bien connue, de 1848, qui donne une petite idée d'Armand de Saint-Priest à presque 60 ans, quoi. Finalement, il s'ennuie de la Russie parce qu'en France, il y a la révolution de 1830, parce qu'il était foncièrement royaliste.
et partisan de Charles X. Après, bon, on a Louis-Philippe Ier, donc c'est déjà plus la royauté française. Et il décide de retourner en Russie, parce que là, il avait quand même de très bons contacts. Et puis, c'est Odessa, c'est quand même la Côte d'Azur, hein, un petit peu des Russes. Et il décide de construire une villa, donc une photo de 1905 à peu près, qui s'appelle la Villa Priou. Puis un jour, j'ai décidé, mais Priou, ça veut dire quoi? Et en fait, ça veut dire, en ukrainien, ça veut dire refuge. Donc, on voit très bien un peu Il s'est construit une villa au bord de la mer Noire, au bord de la falaise, qui est magnifique. Et son idée, c'était de finir ces jours-là. Alors, cette villa a été pratiquement entièrement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombardements. Et puis, dans les années 80, il y a un riche Ukrainien qui a décidé de la reconstruire à l'identique. Et là, on l'a, vous voyez en bas, à droite, la villa, elle a été reconstruite. Bon, devant, il y a des résidences un petit peu comme à Cannes. C'est vraiment la Côte d'Azur ukrainienne. Le climat est identique d'ailleurs. Alors, il revient en France en 1855 parce que son frère le plus jeune lui dit « Mais reviens, tu ne vas pas rester tout seul là-bas ». Et puis en fait, 1855, ça correspond à la mort de l'empereur, du tsar Nicolas Ier. Il était très lié à cet empereur. Voilà. Alors peut-être que l'un fait l'autre. Et puis, surprise, un beau jour, mon correspondant dans la famille me dit « J'ai sa photo si ça vous intéresse ». Voilà. Donc on a la chance d'avoir la photo d'Armand de Saint-Priest. Lui qui s'est marié avec la princesse Galitzine, qui était propriétaire du château de Saint-Priest, qui a beaucoup travaillé à Odessa et ailleurs. Et là, on a sa photo vers 1860. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même un document exceptionnel. Cette photo est dans le livre que j'ai publié il y a 2 ans. Là, j'avais le droit de la publier. Alors, il y a eu 3 enfants. L'aîné, c'est Alexis. Alexis, qui a eu 2 filles et un fils, mais qui a beaucoup voyagé aussi, parce qu'il était ambassadeur de France au Brésil, au Danemark. Voilà. Ça, c'est un portrait qu'on trouve au château de Virieu, si vous y allez. Au château de Virieu, il y a beaucoup de souvenirs, de tableaux des comtes de Saint-Priest. Pourquoi? Parce que Alexis de Saint-Priest a eu 2 filles, et c'est une descendante de ces 2 filles qui s'est mariée avec un de Virieu. Et donc, toutes les archives sont passées par ce canal-là. Parce qu'on se demandait pourquoi il y avait autant de souvenirs des Saint-Priest à Virieu. C'est tout simplement par là. Alors lui, il a été académicien, il a été élu à l'Académie française en 1849. C'était un homme du XVIIIe siècle, c'est pas moi qui le dis, c'est ses contemporains. Et lors de l'élection à l'Académie française, il avait en face de lui un autre concurrent qui restait beaucoup plus connu, c'était Honoré de Balzac. Mais c'est lui qui a gagné. Bon, Honoré de Balzac est venu après, quand même. Le deuxième fils, alors dans la famille, ils n'en parlent pas, c'est Emmanuel. Lui, il est mort à 22 ans à Rome. Ouais. Alors lui, il menait vraiment une vie de patachon complet. Il a quitté Saint-Pétersbourg parce que bon, il était insupportable. Il est venu à Berlin, c'était pas mieux. À Paris, c'était pas mieux. Donc finalement, il s'est retrouvé à Rome, où il est tombé éperdument amoureux d'une princesse italienne qui voulait pas de lui, et du coup, il s'est suicidé. Donc on est vraiment dans la dramatique romantique typique, quoi. Hein. Voilà. Mais il avait un don, il était caricaturiste. Et ce portrait, c'est un autoportrait. Voilà. Pareil, je l'ai trouvé sur Internet, par hasard, en fait. Toutes ces caricatures, après sa mort, ont été compilées dans un document qui se trouve à Saint-Pétersbourg, à la Bibliothèque nationale. Donc dès que la voie est libre, j'y retourne, mais bon, pour le moment, c'est difficile. Et puis, ils ont une petite sœur, Olga, qui est morte jeune aussi. Les 3 fils sont morts largement avant leur père. Voilà. Donc, Olga, elle est toujours restée en Russie, pratiquement. Elle est venue de temps en temps en France, notamment à Paris. Mais elle s'est mariée avec un Russe, un prince d'Olgorouki. Tous les enfants de ces grandes familles se mariaient entre eux. Et lorsqu'elle voulait faire des emplettes, acheter des robes, des rubans, tout ça, elle venait toujours à Paris. Voilà. Elle a un fils, Alexandre, et 2 petits-fils, Alexandre et Vassili. Et les 2 étaient vraiment très proches du tsar Nicolas II et sont morts pratiquement en même temps que lui. Notamment Vassili, qui est mort, je crois, il a été exécuté 2 jours avant la famille de Nicolas II à Ekaterinbourg.
Et alors, ce qui est particulier, c'est que j'ai vu sur Arte l'autre jour un documentaire qui s'appelle Le dernier des Romanov, qui raconte la fin donc, de Nicolas II. Et ce documentariste s'appelle Alexandre Dolgorouki, et il dit qu'il est un descendant de ceux-là. Je croyais qu'il n'y avait pas de descendant, ben finalement il y en a un. Voilà. Vassili Dolgorouki est à l'extrême gauche. C'est une photo de 1916 par la 17. Voilà le cinéaste. Donc de 1768 à 1918, ce sont près de 150 ans d'histoire entremêlée entre la famille Guignard de Saint-Priest, l'Europe et la Russie. Donc c'est vrai que ce travail de recherche, je l'ai fait progressivement, je ne pensais pas en faire un livre, puis finalement il y avait tellement de matière que j'en ai fait un livre qui est sorti en 2020. Je pensais comme toujours que ça sera un petit peu un point final, et puis il y a tellement d'archives qui ressortent, et que finalement c'est un bon point de départ. Parce qu'il y a des archives en fait en France, en Russie, en Autriche, en Lettonie, en Pologne, à Berlin, à Stockholm, Constantinople ou Lisbonne. Donc on peut parcourir toute l'Europe, on trouvera toujours des traces des Saint-Priest, tellement ils ont voyagé. Voilà, merci de votre attention.